Depuis 200 ans, nous croyons savoir exactement ce que disait la pierre de Rosette. Les chercheurs l'ont traduite, les manuels scolaires l'ont imprimée, les musées l'ont encadrée, l'affaire était close. Mais lorsqu'un modèle de IA a récemment été formé sur l'inscription trilingue complète, il a signalé quelque chose que chaque expert humain avait négligé. Le texte hiéroglyphique et le texte grec ne disent pas la même chose, du moins pas dans les passages qui comptent le plus. Le sens que nous avons enseigné à des générations d'étudiants n'est peut-être que la couche superficielle, et en dessous, les scribes anciens ont peut-être codé quelque chose de complètement différent pour un public que personne ne soupçonnait. Ce que l'IA a trouvé à l'intérieur de cette pierre vieille de 2200 ans force les égyptologues à rouvrir une question qu'ils pensaient résolue en 1822. La pierre qui a réécrit l'histoire. Plus de 2000 ans auparavant, au fond d'un atelier quelque part dans l'Égypte ancienne, un groupe de scribes hautement qualifiés a pris ses outils et a commencé à graver un message sur une dalle de granodurite sombre. Ils ne gravaient pas pour eux-mêmes. Ils gravaient pour des rois, pour des prêtres, pour les générations futures, pour un public qu'ils ne pouvaient pas nommer et ne pouvaient pas imaginer. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux est resté enfoui fissuré et silencieux sous le sol égyptien pendant près de 15 siècles jusqu'à un après-midi d'été en juillet 1799, lorsque la pelle d'un soldat français a frappé quelque chose de dur dans la boue près de la ville portuaire égyptienne de Rosette. L'armée de Napoléon Bonaparte avait envahi l'Égypte l'année précédente, animée par une ambition impériale et alimentée par une fascination presque obsessionnelle pour le monde ancien. Aux côtés des soldats se trouvait une équipe de chercheurs, de scientifiques, d'artistes et d'ingénieurs. Des hommes chargés de cataloguer chaque aspect du passé extraordinaire de l'Égypte. Ils ont esquissé des temples, mesuré des pyramides, transporté des artefacts vers des navires en attente. Et lorsque cette pelle a frappé la pierre près de la ville aujourd'hui connue sous le nom de Rachid, personne sur le site ne comprenait ce qui venait d'être découvert. Mais voici ce que personne n'attendait. Le soldat n'a pas trouvé d'or. Il n'a pas trouvé de tombe cachée ou d'une ville perdue sous le sable. Il a trouvé une dalle de pierre cassée et irrégulière recouverte de 3 sortes d'écritures différentes. Je pense que toutes les nations ont le droit de demander le retour de leur patrimoine au XIXe siècle. Elle était tachée, usée et incomplète, manquant de ses coins supérieurs fracturés sur un bord, presque banal. Et pourtant, cachée à l'intérieur de ces 3 couches parallèles de langues anciennes gravées sur la même surface, se trouvait la clé pour déverrouiller un mystère qui avait défié chaque érudit du monde pendant 1500 ans. L'artefact est devenu connu sous le nom de pierre de Rosette, et dès le moment de sa découverte, il a tout changé. D'abord, il a changé notre compréhension de l'Égypte ancienne. Maintenant, 2 siècles plus tard, l'intelligence artificielle nous force à nous demander si elle est sur le point de tout changer à nouveau. Ce que l'armée française a fait ensuite a établi les termes de tout ce qui a suivi. Les Britanniques ont finalement saisi la pierre aux forces de Napoléon en vertu du traité d'Alexandrie de 1801, et elle a été expédiée à Londres, où elle est restée depuis exposée en continu au British Museum, depuis 1802, faisant d'elle l'une des expositions publiques les plus longues de tout objet au monde. Des millions de personnes se sont tenues devant elle. Des centaines de chercheurs l'ont étudiée. Et pendant la majeure partie de ces 2 siècles, tout le monde s'accordait à dire ce qu'était la pierre, une clé qui avait déjà tout donné. Ce consensus est maintenant sous pression, et la machine qui exerce cette pression ne dort pas, ne suppose pas et ne vient pas précharger avec 2 siècles d'habitudes interprétatives. Une langue que le monde avait oubliée. Pour comprendre pourquoi la pierre de Rosette était si importante, il faut comprendre à quel point le monde avait complètement oublié. Pour comprendre pourquoi la pierre de Rosette était si importante, il faut comprendre à quel point le monde avait perdu la capacité de lire les hiéroglyphes égyptiens anciens. Ce n'était pas un manque de connaissances. C'était un blackout total absolu. Pendant des siècles, des explorateurs et des érudits avaient voyagé en Égypte et s'étaient tenus devant les temples majestueux et les obélisques sculptés et les tombes peintes élaborées. Tous couverts de ces symboles extraordinaires. Oiseaux, yeux vagues, serpents, figures assises, formes géométriques, mains et roseaux. Et ils ne pouvaient absolument rien comprendre. Les symboles étaient beaux. Le même texte en 3 langues. Hiéroglyphes démotiques et surtout grecs anciens qui n'avaient jamais été oubliés. Ils étaient partout. Ils étaient clairs importants, mais ils étaient complètement impénétrablement silencieux. Voici le hic.
La dernière personne connue pour avoir lu les hiéroglyphes égyptiens dans le monde ancien est morte vers 394 après Jésus-Christ. Après cela, la connaissance a simplement cessé d'exister. Le monde romain a pris le relais. Le christianisme s'est répandu à travers la Méditerranée. Les anciens temples égyptiens ont été fermés, réaffectés ou laissés à s'effondrer sous la chaleur du désert. Les scribes qui avaient passé toute leur vie à maîtriser l'écriture sacrée n'avaient pas d'élèves, pas d'apprentis, personne prêt à transmettre le savoir. Et en l'espace d'une génération ou 5 000 ans d'histoire enregistrée, 5 000 ans d'histoire de théologie, de sciences, de récits royaux et de poésie sont devenus complètement illisibles. Et voici ce qui aggrave les choses. Des esprits brillants n'ont jamais cessé d'essayer de percer le mystère. Pendant plus d'un millénaire, des érudits du monde entier ont tenté de décoder les hiéroglyphes. Des érudits islamiques médiévaux ont étudié les symboles avec une intention sérieuse et n'ont produit rien d'utilisable. Des Européens de la Renaissance ont collecté des obélisques égyptiens et les ont expédiés à Rome et à Paris, les regardant avec admiration, sans comprendre un seul signe gravé. Au XVIIe siècle, certains des esprits académiques les plus célèbres d'Europe avaient publié de longues explications détaillées de ce qu'ils croyaient que les hiéroglyphes signifiaient. Ils étaient confiants, ils étaient complets et ils étaient presque entièrement faux. L'erreur la plus persistante était de supposer que les hiéroglyphes étaient purement symboliques, que chaque image représentait un concept, pas un son. Les érudits ont écrit des volumes entiers, expliquant qu'un faucon représentait l'âme, qu'un cercle signifiait l'éternité, qu'un serpent signifiait le danger. C'était poétique. Cela semblait profond et mystérieux de toutes les bonnes manières. C'était une impasse totale. La vérité était bien plus complexe. Les hiéroglyphes n'étaient pas un code artistique. C'était un système d'écriture sophistiqué combinant des signes phonétiques, des symboles représentant des sons avec des éléments idéographiques et des classificateurs sémantiques. Un oiseau pouvait représenter un son parlé spécifique dans un contexte et servir de marqueur de catégorie dans un autre. Le système avait des couches imbriquées, et sans une clé pour relier ces couches à une langue connue, il n'y avait pas de moyen de passer. Pendant 15 siècles, le mur est resté solide. Et puis, dans la boue, près d'une petite ville portuaire égyptienne, l'appel d'un soldat français l'a fissuré. Juste un peu. Juste assez. Mais ce que l'algorithme trouverait à l'intérieur de cette fissure 2 siècles plus tard est quelque chose que personne en 1799 n'aurait pu prédire, et que personne en 1822 n'aurait pensé à chercher. 3 écritures, un message. Lorsque les érudits français ont examiné la pierre pour la première fois, ce qui les a frappés n'était pas seulement l'âge de l'artefact, mais la structure de l'inscription elle-même. La pierre ne contenait pas une écriture, mais 3. En haut, les hiéroglyphes, le script sacré, formel, utilisé pour les cérémonies religieuses et les monuments royaux. Au milieu, le démotique, une forme d'écriture égyptienne plus rapide et plus fluide utilisée dans la vie quotidienne pour des contrats, des documents judiciaires et des lettres personnelles. Et en bas, le grec ancien, la langue administrative de l'Égypte pendant la période ptolémaïque, lorsque les pharaons égyptiens étaient eux-mêmes des descendants de langue grecque de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et devinez quoi, les 3 sections semblaient contenir le même message. Les érudits ont immédiatement reconnu le grec. C'était un décret, une proclamation royale formelle émise en 196 avant Jésus-Christ. C'est par un conseil de prêtres égyptiens honorant le jeune pharaon Ptolémée V Épiphane à l'occasion du premier anniversaire de son couronnement. Réduction fiscale dans au temple victoire militaire en résumé cérémoniel, statut du roi à ériger à travers l'Égypte. Langage bureaucratique, officiel, formel, prudent. Le genre de texte que chaque gouvernement à chaque époque produit. Mais parce que la version grecque était lisible, quelque chose est devenu possible qui n'avait jamais été possible auparavant. Une comparaison directe entre le texte connu et les écritures inconnues, côte à côte, symbole par symbole, mot par mot. Pour la première fois en 1500 ans, quelqu'un avait une carte. La course pour l'utiliser était féroce. Le diplomate suédois Johan Åkerblad a fait des progrès précoces en identifiant des noms propres dans le script démotique. Mais la première percée véritablement décisive a appartenu au physicien britannique Thomas Young. Et cela s'est produit d'une manière qui a tout changé. Young travaillait à son bureau à Londres en 1814 entouré de sections copiées à la main des inscriptions de la pierre lorsqu'il a remarqué quelque chose. Un groupe particulier de symboles hiéroglyphiques apparaissait sans cesse toujours enfermé dans une boucle ovale, ce que les égyptologues appellent un cartouche.
Le cartouche apparaissait chaque fois que le texte grec utilisait le nom Ptolémée. Young a regardé cela, puis il s'est penché en avant. Si l'ovale correspondait toujours à un nom royal dans la version grecque, alors les symboles à l'intérieur ne représentaient ce qu'étaient pas des idées. Ils représentaient des sons phonétiques spécifiques qui épelaient un nom. Il s'est éloigné de son bureau et l'a noté. C'était la fissure. Pas un système, pas une traduction. Une porte verrouillée s'ouvrant pour la première fois en 15 siècles. Mais le cadre de travail complet est venu d'un linguiste français nommé Jean-François Champollion. Champollion avait percé le code hiéroglyphique, peut-être le plus grand code de l'histoire. Le mystère ancien des hiéroglyphes avait été résolu. Champollion était obsédé par l'Égypte ancienne depuis son enfance. Il s'était engagé dans toutes les langues anciennes qu'il pouvait trouver, et surtout il avait maîtrisé le copte, la dernière forme survivante de la langue égyptienne préservée dans la tradition liturgique du christianisme égyptien. C'était son avantage décisif. Le copte préservait les sons réels de l'égyptien ancien dans un alphabet grec. Champollion pouvait l'utiliser comme un pont acoustique, un écho vivant d'une langue morte reliant les symboles visuels des hiéroglyphes aux sons parlés qui avaient été silencieux pendant 15 siècles. Il a travaillé pendant des années, pas des mois, des années. La pièce à Paris où cela a finalement éclaté en septembre 1822 sentait la cire des bougies et le vieux papier. Ses notes étaient étalées sur toutes les surfaces. Il avait à peine dormi pendant des semaines. Lorsque le dernier morceau a été verrouillé à sa place, Champollion est sorti de son bureau et a trouvé son frère Jacques-Joseph dans le couloir, l'a saisi par les 2 bras et a dit 4 mots. « Je tiens mon affaire. J'ai réussi. » Puis il s'est effondré. Il a été inconscient pendant 5 jours entiers. Lorsqu'il a ouvert les yeux et que son frère s'est penché sur lui, la première chose que Champollion a demandé était si ses notes étaient en sécurité. Elles l'étaient et le monde a changé. Si vous voulez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, où l'histoire ancienne et la technologie moderne se heurtent de manière inattendue, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Parce que ce que Champollion a déverrouillé en 1822 n'est que le début de ce que cette pierre a à nous dire. Et la prochaine partie de cette histoire est là où cela devient vraiment étrange. Ce que la pierre a dit et pourquoi ce n'était pas suffisant. Une fois le déchiffrement terminé et que les chercheurs ont traduit le texte complet, les résultats étaient complètement anticlimatiques. Pas de sagesse cachée, pas de doctrine perdue, pas de rituel secret. La pierre de Rosette, l'artefact qui avait déverrouillé tout le monde écrit de l'Égypte ancienne, n'était elle-même qu'un mémo bureaucratique. Un conseil de prêtres honorant formellement un roi adolescent à l'anniversaire de son couronnement. Politique fiscale dans au temple campagne militaire et résumé cérémoniel. Affaire close. Pendant 200 ans, ce verdict a tenu. Les manuels scolaires l'ont répété. Les musées l'ont affiché. La pierre de Rosette était historiquement inestimable en tant que clé linguistique et personnellement peu remarquable en tant que document. Tout le monde était d'accord. Tout le monde est passé à autre chose. Mais voici ce que personne ne s'attendait à se produire au XXIe siècle. Un modèle de linguistique computationnelle se dirigerait vers ce même texte, le même décret. Tout le monde avait lu, traduit, cité et rangé et a fait surface quelque chose que 200 ans de bourses humaines avaient complètement manqué. L'algorithme n'était pas d'accord pour dire que la pierre était peu remarquable, pas même proche. L'IA entre dans la pièce. C'est ici que l'histoire cesse d'être de l'histoire et commence à être quelque chose de complètement différent. Une équipe de recherche dirigée par le docteur Marco Perales à University College London a commencé une analyse computationnelle systématique de l'inscription trilingue de la pierre de Rosette. Leur approche était méthodologiquement distincte de tout ce qui avait été fait auparavant. Au lieu de traduire le texte, un travail qui avait déjà été effectué et affiné pendant 2 siècles, le modèle a été instruit pour cartographier les relations statistiques entre les 3 versions linguistiques, simultanément traitant l'inscription non pas comme un document à lire, mais comme une structure de données à interroger. Le docteur Perales a décrit la première fois que le système a rendu ses résultats comme étant discrètement désorientantes. L'équipe s'attendait soit à rien, soit à une confirmation que la traduction existante était complète, soit à un bruit dispersé. Ce que le modèle a produit à la place était donc quelque chose avec une forme. Les divergences de drapeaux n'étaient pas réparties uniformément dans le texte. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles formaient un schéma qui pouvait être vu immédiatement une fois la sortie visualisée. Il l'a imprimé selon des collègues présents et l'a tenu à bout de bras pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit. Puis il a dit « relancez-le ». Cela a recommencé.
Les drapeaux apparaissaient aux mêmes endroits, la même catégorie de passage, la même divergence directionnelle entre les versions grecques et hiéroglyphiques à chaque fois. Et voici ce que le modèle a identifié non pas en termes statistiques abstraits, mais dans un langage clair et compréhensible. Dans la section 14 du décret, le passage décrivant les dons du roi au temple, la version hiéroglyphique utilise une formulation spécifique qui apparaît 3 fois à proximité. Dans le langage cérémoniel égyptien standard de la période ptolémaïque, cette formulation apparaît une fois par passage. La répétition de cette construction spécifique dans les textes administratifs sacerdotaux signale une clause contraignante légale, un engagement formel portant un poids contractuel, pas simplement un langage honorifique. Le texte grec au même endroit utilise une seule phrase honorifique, gracieuse routinière, le genre de phrase qu'un rédacteur de discours produit dans pilote automatique. Voici donc l'écart spécifique, concret et étrange. Là où le grec dit que le roi a donné généreusement au temple la section hiéroglyphique, semble dire que le roi est contraint de donner au temple de façon permanente formelle et d'une manière qui a force légale selon la loi sacerdotale. Ce n'est pas une différence de traduction, ce n'est pas une variance grammaticale entre les langues, c'est un message différent délivré dans le même document, au même point, à 2 publics différents. Et voici ce qui rend cela véritablement étrange. Les divergences n'apparaissent pas et n'attaquent pas aléatoirement dans le texte. L'algorithme a identifié qu'elles se regroupent dans une catégorie spécifique de passages. Chaque instance où le décret touche à la relation entre l'autorité royale et les droits économiques sacerdotaux. Dans les passages concernant les campagnes militaires et la construction publique, les 3 versions linguistiques s'alignent presque parfaitement. Mais au moment où le décret discute de l'autorité des temples, des droits fonciers des prêtres et des limites du pouvoir royal sur la propriété sacrée, c'est là que le modèle a systématiquement identifié des divergences structurelles sans explication linguistique. Le système a identifié un schéma délibéré. 17 instances même, catégories même, direction. Ce que signifient les schémas. Dans l'Égypte ancienne, la communication stratifiée dans les textes officiels n'aurait pas été inhabituelle si elle était intentionnelle. Les scribes égyptiens étaient parmi les professionnels les plus éduqués du monde ancien. Ils s'entraînaient pendant des décennies. Ils maîtrisaient non seulement la mécanique de l'écriture, mais aussi l'art de ce que les érudits appelaient la diglossie, la capacité d'utiliser la langue différemment pour différents publics au sein du même document. Mais voici le hic. Personne n'avait jamais regardé la pierre de Rosette à travers ce prisme auparavant. L'hypothèse universelle était que les 3 écritures étaient des traductions fidèles les unes des autres. Équivalence. Le modèle n'a pas fait cette hypothèse. Il a traité les 3 versions comme 3 textes indépendants et a posé une question simple. Sont-elles d'accord? Elles ne l'étaient pas. Pas toujours. Et pas dans les endroits qui comptaient le plus politiquement. Ce que l'algorithme semble avoir mis en lumière est une négociation codée à l'intérieur d'une cérémonie. Les érudits ont longtemps compris que les pharaons ptolémaïques naviguaient dans une situation extraordinairement délicate. Ils étaient des dirigeants étrangers des descendants de langue grecque d'un général macédonien essayant de maintenir leur légitimité auprès d'une classe sacerdotale égyptienne ancienne et profondément conservatrice qui détenait un pouvoir institutionnel énorme. Les prêtres contrôlaient les temples. Les temples contrôlaient d'immenses terres agricoles, des ateliers et des infrastructures économiques. Les pharaons avaient besoin de l'approbation publique des prêtres. Les prêtres avaient besoin de garanties. Et voici ce que personne n'avait considéré avant que le modèle ne fonctionne. Ces garanties pouvaient avoir été directement écrites dans la pierre de Rosette. Pas dans le texte administratif grec que tout le monde a étudié, mais dans la couche hiéroglyphique que seule la classe sacerdotale pouvait interpréter pleinement. La pierre n'a peut-être pas été un seul décret. Elle a peut-être été 2 accords différents écrits sur la même roche pour 2 pièces différentes. Le débat parmi les érudits. Tout le monde n'accepte pas cela et la résistance mérite un poids sérieux. Plusieurs égyptologues éminents ont formulé des critiques pointues de l'analyse computationnelle. Le docteur Penelope Wilson de l'université de Durham, l'une des spécialistes des textes sacerdotaux ptolémaïques, a soutenu publiquement que la répétition de phrases dans le langage cérémoniel hiéroglyphique est bien plus conventionnelle sur le plan stylistique que ce que le modèle semble prendre en compte. Les scribes égyptiens utilisaient la répétition formelle comme un dispositif rhétorique, pas nécessairement comme un signal légal ou codé.
sans un corpus beaucoup plus large de décrets sacerdotaux de l'époque ptolémaïque analysés par le même modèle dans les mêmes conditions, elle soutient que la base statistique est trop étroite pour soutenir les revendications de divergence. L'objection centrale est méthodologique. Les systèmes d'IA formés pour détecter des schémas trouveront des schémas que ces schémas soient significatifs ou coïncidentels. Un modèle suffisamment puissant appliqué à n'importe quel texte ancien mettra en lumière des anomalies statistiques. La question n'est pas de savoir si des anomalies existent, elles existent toujours. La question est de savoir si elles sont intentionnelles et si l'intention peut être déduite par un algorithme travaillant à travers un fossé culturel de 2000 ans. Et c'est là que cela devient vraiment compliqué. Les données d'entraînement du modèle ont une importance énorme. Les modèles de langage moderne apprennent à partir de la bourse existante une bourse déjà médiée à travers des siècles d'interprétations humaines qui portent toutes des hypothèses intégrées sur ce que sont les textes anciens et comment ils fonctionnent. Lorsque le système signale une phrase comme statistiquement inhabituelle, il compare cette phrase à des schémas appris à partir d'autres textes. Mais si ces autres textes étaient eux-mêmes mal compris, la comparaison de l'IA peut être fondée sur une base plus instable qu'il n'y paraît au départ. Mais attendez, voici ce que même les sceptiques ont concédé. Le modèle a identifié des caractéristiques textuelles spécifiques, des groupes de phrases particuliers, des divergences interlangues particulières dans des passages concernant l'autorité des temples et les droits économiques des prêtres que la littérature scientifique existante n'a pas suffisamment expliquées en utilisant une analyse linguistique conventionnelle. Le débat n'est pas de savoir si ces caractéristiques sont présentes. Elles le sont. Le débat est de savoir ce qui les a causées. Et ce débat, qui était dormant depuis 200 ans, est maintenant pleinement vivant. Dans la longue histoire de l'archéologie, les découvertes les plus importantes ont presque toujours commencé comme quelque chose qui n'avait rien à faire là. Ce que cela signifierait si l'interprétation plus ambitieuse se vérifie, si une recherche future soigneusement menée confirme que la pierre de Rosette a été délibérément construite avec des objectifs communicatifs stratifiés, les implications s'étendent bien au-delà d'un seul artefact à Londres. Chaque inscription majeure de la période ptolémaïque devrait être soumise à la même rigueur computationnelle. Des centaines de traductions établies seraient ouvertes à révision. Des décennies d'interprétation historique devraient être revisitées. Le modèle ne suggère pas seulement que nous avons mal lu un décret, il suggère que nous avons peut-être mal lu toute une catégorie de communication politique ancienne. Cela obligerait à une réévaluation fondamentale de la classe sacerdotale égyptienne ancienne, non seulement de leur sophistication littéraire, mais aussi de leur pouvoir institutionnel. L'idée que des responsables religieux pouvaient concevoir une proclamation royale formelle pour servir leurs propres intérêts tout en semblant simplement honorer leur roi suggère un niveau d'intelligence stratégique que les histoires traditionnelles ont constamment sous-estimé. Ce n'étaient pas des administrateurs passifs. Ce étaient des architectes d'un langage politique suffisamment sophistiqué pour tromper 2 siècles de bourse moderne. Et cela soulève une question sur les pharaons ptolémaïques eux-mêmes, des dirigeants de langue grecque tenant ensemble un royaume d'une complexité culturelle extraordinaire. S'ils ont participé à la construction stratifiée de leurs propres documents officiels, ce n'est pas une imitation culturelle maladroite. C'est un théâtre politique sophistiqué joué en 3 langues simultanément pour 3 publics différents sur une seule pièce de pierre. Cela suggère que la célèbre synthèse culturelle de la période ptolémaïque, des dirigeants grecs exécutant des rituels égyptiens, construisant des temples égyptiens, commandant de l'art égyptien, n'était pas simplement une performance, c'était une négociation. Continue soigneuse et codée directement dans les monuments qu'ils ont laissés derrière eux. L'algorithme a mis en lumière cette possibilité. Il ne l'a pas inventée. La pierre portait toujours cela. La pierre parle encore. Elle se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres, à l'intérieur d'une vitrine contrôlée par le climat, sous un éclairage de conservation précis. Une dalle cassée de granodiorite sombre à peu près de la taille d'une grande pierre tombale recouverte de 3 bandes de textes anciens. Des milliers de visiteurs s'arrêtent devant elle chaque jour. La plupart regardent pendant environ 45 secondes. Ils lisent l'étiquette, prennent une photo, puis passent à autre chose. Ils pensent pas savoir ce que c'est. Depuis 2 siècles, la pierre de Rosette est célébrée comme une clé. La clé qui a déverrouillé le monde écrit égyptien ancien et a redonné à l'humanité la voix d'une civilisation perdue. Cette histoire est complètement vraie.
Le déchiffrement de Champollion reste l'un des réalisations intellectuelles les plus remarquables de l'histoire. La pierre a vraiment brisé 15 siècles de silence. Mais maintenant, la clé elle-même est sous examen. Et ce que le modèle a identifié. Ce que l'algorithme a mis en lumière dans ses groupes de phrases et ses divergences interlangues est la possibilité que la pierre de Rosette n'était pas simplement un pont linguistique. Elle pourrait avoir été un document politique, une négociation codée, un monument conçu pour signifier des choses différentes à des lecteurs différents au même moment sur la même surface. Les scribes qui l'ont sculpté étaient une ressemble des professionnels d'une compétence extraordinaire opérant dans un monde où la langue était la principale technologie du pouvoir, où l'écriture était contrôlée par une petite élite éduquée et où la distance entre ce qu'un document disait et ce qu'il signifiait pouvait être précisément, délibérément et invisiblement conçue. Ils comprenaient ressentent que la plupart des gens liraient la surface. Ils ont peut-être compté là-dessus. Ils étaient dentés dans tous les sens qui comptent, et les architectes originaux de la communication stratifiée. Et pendant 2000 ans, la couche qu'ils ont construite sous les enregistrements officiels est restée intacte, attendant quelque chose qui pourrait lire sans présupposition, sans attente et sans le poids de 2 siècles de consensus lui disant ce que la réponse était censée être. Ce que l'IA ne peut pas nous dire, c'est si ces scribes avaient une idée que leur travail dépasserait tout. La dynastie qu'ils ont servi, l'empire qu'ils ont habité, la langue dans laquelle ils ont écrit, s'ils auraient peint et pu imaginer leur inscription tirée de la boue par des soldats étrangers transportés à travers la Méditerranée, placés derrière du verre dans une ville qui n'existait pas, lorsqu'ils étaient vivants et interrogés par une forme d'intelligence qu'ils n'avaient aucun moyen de concevoir. Une intelligence qui regarderait leurs documents soigneusement construits et demanderait immédiatement la question que aucun érudit humain n'avait pensé à poser en premier. Est-ce que les trois versions disent grossièrement réellement la même chose? Ce que le modèle peut nous dire, ce qu'il nous a déjà dit, c'est que la traduction à laquelle nous avons fait référence pendant 200 ans, comme preuve que nous avions déchiffré le code, n'est peut-être que la couche la plus visible de ce qui est réellement gravé dans cette pierre. La couche que n'importe qui pouvait lire, la couche conçue pour être lue par n'importe qui. Le monde ancien nous a laissé une pierre et une question à laquelle elle n'a jamais été pleinement interrogée. Elle nous a laissé une langue pour laquelle nous avons dû nous battre pendant plus d'un siècle pour la récupérer. Et maintenant que nous l'avons récupérée, cette ligne, cette traduction durement acquise, ce triomphe de 200 ans de bourses humaines, la pierre pose une question de plus. Que se passerait-il si vous n'aviez jamais lu que la version qu'il voulait que la plupart des gens voient? Si cette histoire vous a fait réfléchir différemment sur ce que nous savons et ce que nous pensons seulement savoir. Abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous allons exactement ici l'endroit où le monde ancien et le monde moderne se heurtent et et les réponses cessent d'être simples. La pierre de Rosette attend depuis 2000 ans d'être correctement et pleinement comprise. Quelque chose nous dit que nous ne faisons vraiment que commencer.